good evening, depending from where you are following us today. Welcome to the Women, Peace, Security, Agenda and Political Participation Conference, which falls in a framework of a series of conferences on WPS, Women, Peace and Security, Key Voices for Lasting Change, Shaping the WPS Agenda for the Coming 10 Years. Before starting, I would like to give you some technical, to deal with some technical issues. You will see in the right lower corner of this Zoom meeting, je vais aussi répéter ça en français. Of this Zoom meeting, you can find an icon of a little globe with the word translation. So you can click on it. You can select the English or French audio, depending on what you prefer. And afterwards, you also click on mute the original audio. And so you are good to go and listen to the conference in the language you prefer. Juste une question par rapport aux langues. La conférence se tiendra en anglais et en français. Donc, si vous voulez écouter la traduction, l'interprétation en français, il faut cliquer en bas sur la droite où vous voyez un petit dessin de globe. Et là, vous pouvez choisir le français. Et après, il faut cliquer aussi sur muter l'audio original. Et donc là, vous auriez la traduction en français pendant toute la conférence. J'attends peut-être que tout le monde le fasse. I'm just waiting that everyone does it. And then I will continue speaking in English. Be aware also that on the right part of your screen, you also have these instructions, so you can see them. So you can ask questions during the conference. You can make comments via chat. That would be then we will address these questions and these comments during the Q&A session that will be at the end. We would also like to tell you that if you like to tweet or retweet, you can use the hashtag which is written on the right part of your screen, hashtag Key Voices WPS or hashtag WPS 2020. So please use those two. Clarify what is your name and the name of your organization. And then we would also like to tell you that we are planning to record this meeting, but if there is any of you has any issue with that, please let us know, and then we will accommodate your request. I think this is all for technical issues before starting. And so once again, I would like to welcome you to this conference. My name is Donatella Rostagno, and I'm a consultant, and I'm a specialist working on peace and security issues, especially in the Great Lakes region, but mainly in Africa, let's say more generally. Today's webinar focuses on the issue of women, peace and security, and the political participation. In light of the 20th anniversary of the UN Resolution 1325 on women and peace and security, and in preparation also of the UN Security Council Debates Week, CORDAID and the Civil Society Platform for Peace Building and State Building have jointly launched a series of virtual dialogues to tackle some of the issues related to women participation in peace building processes, and showcasing also good practices, inspiring examples of civil society commitment to the WPS agenda, sorry. Through the UN Security Council Resolution 1325, the United Nations Security Council acknowledged the changing nature of warfare, in which civilians are increasingly targeted, women continue to be excluded from the participation in peace processes and from participation in general.
And the resolution addresses specifically how women and girls are also impacted, differentially impacted by conflict, by war, and recognizes also the critical role that women can or play in peace-building efforts and should play in peace-building efforts. The UN Resolution 1325 affirms that the peace and security efforts are more sustainable when women are equal partners in the prevention of violent conflict, the delivery of relief and recovery efforts, and in forging of lasting peace. That was a quote from the resolution. The first of the 4 pillars of the UN Resolution 1325 is the one that focuses on participation and calls, and it's the issue that we're talking about today. The pillars focusing on participation calls for increased participation of women at all levels of decision-making, including in national, regional, international institutions, in the mechanism for prevention, in the management and resolution of conflict, in peace negotiations, in peace operations, and so on and so forth. Today, this webinar aims at drawing our attention to women's place in political life and their role into achieving sustainable peace in their context. And we are honored to be able to explore these issues today, thanks to the participation of 3 very experienced women working with civil society organizations in Burundi, in the Central African Republic, and in Guinea-Bissau. These 3 countries have gone through electoral processes, elections, or are holding elections soon. Guinea-Bissau held elections in 2019. Burundi held elections earlier this year, and the Central African Republic will hold these elections later this year. As you know, elections in these countries and in other contexts similar to this often can be a tense period with suspicion of fraud, with extreme polarization, with fear of outbreaks of violence. And in this context, usually women often are the main victims of instability and conflicts. In Burundi since now years has been experiencing shrinking civil and political space, reduction of political rights, with consequent marginalization of women's votes and women's representation. Guinea-Bissau held its election successfully last year, and so a higher proportion and participation of women voters, especially young women, although, as we will hear shortly, they largely remain underrepresented in the political and in decision-making sphere. And as I said before, CAR will hold its first elections since the signature of the 2019 peace agreement this year, later this year. And women's participation and representation is at the heart of the country's transition to stability since the end of the conflict. So it's timely to have this conference today and this exchange with an exceptional panel of women who will guide us through these issues and through this analysis. I would like to introduce to you the 3 women that will intervene today. We have Mrs. Ude Fati, who works for the NGO Voz de Paz in Guinea-Bissau. She works on women's rights and increasing meaningful participation of women in the country's political life. Then we have Mrs. Concessa Barubike, a Burundian activist who coordinates the Association of Repatriated Women in Burundi, AFRABU, and she works on women leadership within local communities in Burundi. And then Mrs. Rosalie Mologbama, who is president of Cercle and works on gender and is preparing the elections in CAR, in Central African Republic, by reaching out to local communities, sensitizing on the issues of women and women participation.
So they will share with us the state of women's participation as voters and as candidates, how women are represented in society, the root causes of inequality of representation, and will also address recommendations to participants to the open debate. Their intervention will be then followed by a couple of reactions and reflections by two experts, and I will introduce them after the speech and the intervening. So without losing any more and wasting any more time, I would like to now give the floor to our speakers, and I would like to give the floor to Mrs. Ude Fati. Thank you very much. Merci beaucoup tout le monde. Je remercie beaucoup l'opportunité d'être ici, aussi de partager un peu ma participation dans cette lutte des femmes, paix et sécurité. Juste pour dire que je m'appelle Ude Fati, directrice de l'organisation de la société civile qui s'appelle Voix de Page, ça signifie Voix de la paix. On travaille dans la recherche action participative. La Guinée-Bissau, les femmes en Guinée-Bissau représentent plus ou moins 51% de la population, mais elles sont sous-représentées dans les sphères de prise de décision. Mais en Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau a eu sa lutte pour l'indépendance en 1973-74. Juste pour dire que pendant cette période, les femmes ont déjà eu des rôles très, très importants dans la formation de l'État guinéen. Les femmes, dans cette période, avaient joué des rôles que traditionnellement, on ne croyait pas que les femmes puissent jouer ce rôle. Elles étaient déjà des commandants de bataillons et elles représentaient les partis dans les différentes institutions étrangères. Mais on ne sait pas quoi, qu'est-ce que c'est arrivé, que c'est comme 40-45 ans après, les femmes ont toujours en train de lutter pour avoir les mêmes droits qu'elles avaient déjà il y a très, très, très longtemps. Les femmes, comme je disais, ont joué un rôle positif important dans la formation de l'État guinéen et dans le processus même de lutte de libération de la Guinée-Bissau. Par exemple, en Guinée-Bissau, ce n'est pas rare d'entendre parler des femmes. Par exemple, on a même des journées de congé national dédiées à des femmes qui sont considérées des héroïnes de lutte de libération nationale. Et leur honneur, l'honneur aussi que les pays les rend, c'est presque à la même titre que les hommes héros de lutte de libération nationale. Mais en ce qui concerne la participation politique des femmes, on peut dire que la participation, on peut le voir en deux niveaux. Si on voit dans la capacitation de mobilisation ou la participation dans la processus en tant que les votants, en tant que des mobilisatrices de masse, les femmes jouent un rôle très important et ce rôle est reconnu par la population, est reconnu par les partis politiques et c'est reconnu même au niveau national. Tout le monde reconnaît que les femmes jouent un rôle très important dans la mobilisation parce qu'elles ont une très, très grande capacité de mobilisation. Elles jouent aussi un rôle très, très important dans l'accompagnement. C'est comme préparer le terrain pour que les hommes politiques puissent avoir des votes et être élus. Mais d'un autre côté, si on regarde les taux de femmes élues, les taux de femmes qui sont dans la tête, dans les sphères de prise de décision au niveau national, on voit qu'elles sont vraiment sous-représentées. Elles sont sous-représentées surtout, tous les gens disent, par exemple, qu'avant l'ouverture démocratique, parce que la Guinée-Bissau a ouvert au régime démocratique en 1990, elle a pu faire ses premières élections en 1994. Avant cette période, le taux de participation des femmes était beaucoup plus importante qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, juste à titre d'exemple, les femmes ont pu avoir 36% de représentation dans les parlements dans les années 80, 84 comme ça. Mais aujourd'hui,
on n'a que 8% seulement de représentation des femmes. Sur 102 députés, on n'a que 12 femmes. Ça veut dire que le taux de représentativité des femmes est vraiment bas. Et il y a même au niveau du gouvernement, les femmes qui sont nommées ministres ou les secrétaires d'État sont pas nombreuses. Par exemple, il s'est créé qu'il y a des ans, un gouvernement qui a pu avoir, par exemple, 11 femmes sur 32. Et on a considéré que bon, cette fois, les femmes ont eu une place significative. Mais actuellement, sur 32 ministres et secrétaires d'État, on n'a que seulement 7 femmes. Et dans la majorité, elles sont beaucoup plus dans les secrétaires d'État qu'au niveau ministériel, qui c'est un niveau beaucoup plus élevé que les secrétariats. C'est ça que, bon, c'est comme il y a une contradiction. Elles ont cette capacité de mobilisation, mais cette capacité de mobilisation des femmes, ça n'arrive pas, n'est pas dans l'intérêt des femmes, ou ça ne satisfait pas l'intérêt des femmes, parce qu'elles font des mobilisations, elles ont cette capacité de mobilisation, mais c'est comme si elles font des mobilisations pour que les hommes puissent avoir accès au pouvoir. Dans l'organisation que j'ai fait partie, Voice du Patch, en 2017, on a fait une étude pour comprendre pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les sphères de prise de décision. On a fait cette étude dans toutes les régions de la Guinée-Bissau, parce que souvent dans nos interventions, on couvre le territoire national. Et les résultats sont sortis comme l'obstacle à la participation des femmes, ou à la participation des femmes, une participation beaucoup plus qualitative que quantitative, c'est la pression sociale. C'est sorti que la pression sociale joue un rôle très, très fort dans l'exclusion des femmes dans les sphères de prise de décision, et aussi les géopolitiques en soi. Les géopolitiques n'aident pas les femmes pour pouvoir avoir une participation qualitative, surtout pour être élues ou d'avoir des places où les décisions sont prises. Et dans les pressions sociales, c'est sorti beaucoup les questions de la responsabilité des femmes. Les femmes sont vues comme des acteurs qui doivent occuper de vie privée, qui doivent s'occuper de la maison, de la famille. Et ça aussi, comment dire, l'obligation ménagère, ça donne aux femmes, ça fait qu'elles n'ont pas assez de temps pour pouvoir occuper, pour pouvoir avoir une participation publique beaucoup plus importante. Et cette discrimination envers les femmes, ça commence dans de plus jeunes âges. Même les parents, au début même de l'éducation, ils éduquent les hommes pour affronter la vie sociale, la vie publique, tandis qu'elles éduquent les parents, éduquent les filles pour être plus les femmes à la maison. Même qu'elles vont même à l'école, dans certains pays, dans certaines familles, surtout des familles dans les milieux ruraux, elles vont jusqu'à un certain niveau. Après ça, ça va dépendre de la condition économique de la famille, et aussi même la religion dont la famille professe. Parce que si on regarde, par exemple, quand les familles ne sont pas assez aisées en termes économiques et financiers, dans un certain moment, s'ils doivent faire un choix de qui envoyer à l'école entre un garçon et une fille, ils envoient souvent les garçons, même que la fille a des compétences ou a la capacité pour pouvoir suivre, elle a des meilleurs apprentissages ou capacités d'apprentissage à l'école. Aussi, il s'est parlé beaucoup que souvent aussi les mariages, parce que comme par le biais de la pression sociale, le mariage est donné comme une chose plus à la vue de la femme. La femme prend le mariage comme une chose beaucoup plus importante qu'un homme le ferait. Ça fait que souvent, quand il y a une discussion dans les couples,
par exemple, si la femme veut être politiquement active ou publiquement active, à un moment donné, l'homme peut lui mettre le choix. Ou que tu choisis d'être mon épouse, ou que tu choisis d'être une femme politicienne, une femme qui va avoir une action publique plus importante. Et souvent, la pression sociale fait que la femme choisisse d'être la femme à la maison et de rester et d'abandonner son ambition politique. Et aussi, il y a des attentes sociales aussi envers les femmes sont très, très grandes. Par exemple, un homme peut être un directeur, mais si une femme est nommée directrice, les gens exigent beaucoup plus de femmes. En plus de ton compétence technique, ton compétence professionnelle, la femme, quand elle occupe une place de décision, elle doit aussi, c'est comme sa vie privée, et mettre en jeu. Les gens lui demandent, il faut que tu sois sérieuse, il faut que tu sois tolérante. Il y a des fois, il y a même des contradictions parce qu'on demande que, bon, elle ne prend pas de décisions parce que c'est une femme, cette place n'est pas pour une femme. Et quand tu prends aussi des décisions, elles disent, bon, elle agit comme si ce n'est pas une mère, ce n'est pas une femme, elle n'est pas de cœur. Alors que les femmes doivent être des personnes souples, qui doivent être tolérantes, qui doivent accepter des choses. Ou même de l'autre côté, bon, les femmes aussi, si tu veux prendre les places ou être dans une position de direction, tu dois être ferme. C'est comme une contradiction. Quand la femme aussi est affrontée avec cette contradiction, souvent elle recule. Elle recule. Même au niveau des dirigeants des partis politiques, on a eu, il y a 8 ans de cela, une femme qui était dirigeante, qui était même fondatrice d'un parti politique. Elle a eu que, dans un moment donné, elle a dû abandonner. Elle a dû abandonner parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de pression sur elle. Dans les géopolitiques aussi, les obstacles que les gens citent beaucoup, c'est la mobilisation. Les femmes font la mobilisation, mais de façon dont elles travaillent dans les campagnes électorales, c'est plutôt pour renforcer la position des hommes. Parce qu'elles vont être dans la mobilisation, mais elles vont gérer des petits logistiques, les cuisines, les artistes, des choses comme ça. Ça ne les donne pas le temps d'être, par exemple, dans les salles de réunion où les décisions sont prises. Et aussi, des fois, les partis politiques, ou souvent, les femmes nous ont parlé de ça, ils font des réunions à des heures que la société ne permet pas que la femme reste hors de sa maison. Par exemple, des réunions, des décisions qui sont prises à 2 heures du matin, à 1 heure du matin. La femme, en ce moment, elle doit être à la maison, prendre soin de ses enfants, de sa maison et être certaine aussi que son mari a eu son repas à l'heure. Et dans cette sens aussi, même quand il y a au niveau des partis politiques, quand ils sont en train de constituer des listes pour être élus, qu'est-ce qui arrive souvent dans la constitution des listes, il y a une préférence nette qui est montrée aux hommes. Quand il y a des discussions entre on doit mettre un homme et une femme, les gens préfèrent que souvent ça soit un homme. Et ça, même les femmes aussi l'alimentent. L'alimente et les femmes disent qu'il n'y a pas assez de solidarité entre les femmes. Mais je pense que cette solidarité aussi, c'est fruit de cette pression sociale. Okay, bon. Si, par exemple, je ne sais pas si c'est le moment de parler de comment améliorer les cadres de participation politique et sociale des femmes, en basant dans nos études aussi dans les possibilités que j'ai eu de participer dans les différentes rencontres des organisations féministes au niveau du pays, les gens ont parlé souvent de besoin ou de la nécessité qu'il y a un espace de concertation, un espace de dialogue entre les gens de surtout des différentes générations. Parce qu'à un moment donné, ça aussi, ça peut permettre que les mal qu'on veut combattre aujourd'hui, que ça ne soit pas transféré pour la prochaine génération, mais que la prochaine génération, dès les moments présents, commence à discuter cette question d'avoir une gouvernance ou une participation plus inclusive, surtout cet équilibre entre la participation de masculin et féminin. Et aussi, ils ont dit que, par exemple, c'est très important que
qu'il s'y fasse une étude de chercher des femmes références, pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Que cette document de documenter la vie des femmes références de différentes sociétés, mais surtout aussi la société guinéenne, et que ça soit divulgué et diffusé, que les gens commencent à voir, oui, il y a beaucoup d'exemples de femmes références, des femmes qui ont déjà occupé des postes très importants, et que ça peut servir d'inspiration pour les autres filles, les jeunes filles, mais aussi pour que les parents, surtout, voient que oui, les femmes peuvent être là. Et si elles peuvent être là, on doit donner les mêmes opportunités à notre garçon et à nos filles aussi. Et aussi, par exemple, il faut impliquer beaucoup les décideurs politiques. Il faut aussi surtout travailler au niveau des partis politiques parce que les résultats dans les gouvernances, les résultats même au niveau des ANIP, des assemblées des députés, ça commence aux partis politiques. Et il faut créer un mécanisme qui oblige les partis politiques pour qu'ils puissent respecter l'essence de parité et que ça oriente leur conduite. Il faut valoriser les modèles de réussite des femmes en politique et dans la société. Par exemple, c'est parlé beaucoup, par exemple, dans les manuels scolaires. Souvent, dans les différents rôles qu'on donne des femmes, ce sont des femmes qui font le ménage, des femmes qui sont des tailleurs, des choses comme ça. Comment est-ce que dans les manuels scolaires, on doit mettre des exemples de référence des femmes au bureau, des femmes responsables qui prennent des décisions qui peuvent être suivies Ce sont des choses que, par exemple, si c'est fait, les gens pensent que ça va aider beaucoup dans la valorisation de rôle public des femmes. Écoutez, je vous prie d'arriver à leur conclusion aussi parce que les 10 minutes sont déjà passées. Allez-y pour conclure, mais dans 2 minutes. Okay. Pour conclure, c'est juste pour dire que, bon, en ce moment, par exemple, depuis l'implémentation de résolution, l'adoption du pays de résolution 1325, il y a toute une dynamique au niveau du pays pour qu'il y a beaucoup plus d'inclusion et participation des femmes dans les sphères de prise de décision, dans les politiques, mais jouant des rôles même des gens qui peuvent être conclus pour les élections, mais qui peuvent être élus. Cependant, il y a aussi beaucoup de défis. Et les défis sont liés à cette pression sociale, à des jeux politiques. Mais d'autre côté aussi, on peut dire que ce défi même, c'est la femme aussi. Comme est-ce que la communication, des fois, la communication, comme nous, on fait la communication pour la participation équilibrée dans les sphères de prise de décision, cette communication, des fois, ça peut entraîner des résistances. Et ça peut entraîner des résistances. En ce moment, on est en train de travailler. On a recueilli de bonnes pratiques pour la promotion des femmes et on essaye de diffuser ça par des autres institutions et inviter toute la société. On a fait beaucoup de formations dans la communication non violente, dans la sensibilité au conflit pour que la société adopte une autre abordage qui va être beaucoup plus réceptive, mais qui va être beaucoup plus mieux reçu pour la population. Alors, l'imposition des lois de quotas, dans les élections, la loi de quotas est approuvée par le Parlement, mais la façon dont cette loi a été approuvée, ça n'aide pas beaucoup parce que des sanctions sont retirées et aussi l'alternance de position des femmes pour être élues, ça n'a pas été respecté. Il faut que les tribunaux, surtout cette possibilité d'alternance soit respectée, mais qu'il y a une sanction qui va obliger les partis politiques à faire ça. Et les organisations de société civile aussi, c'est très important qu'ils travaillent dans les synergies pour améliorer leur communication, pour être beaucoup plus réceptifs. Pour la communauté internationale aussi, par exemple, ici à Guinée-Bissau, c'est seulement 7 points, la communauté internationale a travaillé beaucoup pour créer des conditions pour que les femmes soient élues des petits projets. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive, cette capacité et cet appui sont très, très, très limités.
Et ce qui est en train d'être discuté, surtout par les femmes qui interviennent dans ces domaines, on défend beaucoup les besoins de créer un mécanisme d'appui très fort à des femmes, très fort dans l'élaboration de leurs programmes électoraux, dans des appuis financiers aussi pour qu'elles puissent avoir accès au crédit, mais aussi pour qu'il y ait un mécanisme que l'État peut même exempter les femmes de payer quelques obligations pour pouvoir faire de concourir à des élections. Et aussi travailler, par exemple, dans les manuels scolaires, les besoins qu'il y a une adaptation du curriculum scolaire pour pouvoir avoir aussi cette vision de genre. Je dis merci beaucoup. Merci. Et... Merci beaucoup. Et je m'excuse évidemment de vous couper et je sais que c'est beaucoup de choses à dire en très peu de temps et très important, mais voilà, nous avons un temps limité aujourd'hui. J'aimerais bien passer la parole à Madame Concessa Barubique de l'association Afrabu pour nous expliquer la situation de la participation des femmes au Burundi dans la vie politique. Merci, Concessa. C'est pour vous, Concessa, s'il vous plaît, commence. C'est nous? Oui, c'est nous. Ok, donc elle commence. Oui. Vous êtes en ligne. Ok. Merci beaucoup de me passer la parole. Merci beaucoup de me passer la parole, Anne. Oui, c'est pas Je vais vous partager l'expérience de la participation des femmes et des filles aux élections au niveau du Burundi. C'est très dommage qu'on n'a pas pu suivre toutes les présentations, mais je vais vous faire trois aspects importants. C'est d'abord l'état des lieux. Ensuite, je vais vous parler des obstacles, des actions à mener et quelques recommandations. D'abord, au Burundi, les élections sont régies par deux lois. Il y a d'abord la Constitution, qui est la loi mère, et il y a aussi le Code électoral. Et les femmes représentent 52% de la population burundaise, mais quoi qu'elles constituent une grande partie de l'électorat, elles sont rarement associées à la gestion du pouvoir et des réformes au niveau de la gouvernance. Premièrement, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Je vais faire une petite comparaison de 2015 à 2020, où 52% des électeurs étaient des femmes au niveau de 2020. Et au niveau de 2015, c'était 51%. Alors, par rapport à la liste électorale des députés, représentait 34% en 2015. Même maintenant, en 2020, c'était 34%. Mais le nombre de députés qui ont été élus, on a 48 femmes sur 75 hommes, ce qui nous donne un taux de 39% en 2020, au moment où en 2015, c'était 36%. Là, il y a une augmentation de 3, et ça, c'est le résultat de notre plaidoyer grâce à l'amélioration du cadre légal. Au niveau des Sénats, il y a eu une régression. En 2015, c'était 44%, alors qu'en 2020, c'est 41%, parce qu'il y a des provinces qui n'ont pas présenté des candidates femmes. Au niveau des administrateurs communaux, il y a aussi eu une augmentation. En 2015, c'était 34%, et pour le moment, c'est 36%, avec un aspect extrêmement important de la représentativité de 30% des femmes au niveau des bureaux des conseils communaux. Ça, toujours, c'est le résultat de notre plaidoyer. Alors, on va maintenant regarder la représentativité des femmes sur les listes électorales. Nous avons vu que les femmes représentent 52% des électeurs, mais au niveau de la représentation sur les listes électorales, c'est 34%. Et quand on regarde aussi le placement des femmes sur la première position, nous trouvons que c'est 14%. Ça, c'est un défi. On va maintenant aller au niveau communautaire
et voir comment les femmes sont élues au niveau des membres des conseils communaux. En 2015, c'était 32%, et pour le moment, il y a une augmentation de 2% en 2020. Au niveau des membres des conseils collinaires, il y a eu une augmentation de 12%. Tout ça, ce sont les résultats du plaidoyer qui a été mené par les femmes dans le cadre du projet partenariat stratégique. Mais ici, qu'est-ce que nous avons constaté globalement? Nous avons constaté que les femmes sont plus électrices que candidates, que les femmes n'élisent pas leurs pairs, les femmes, sinon celles qui sont élues devraient être plus nombreuses, parce que la majorité, ce sont les femmes. Autre constat, c'est qu'au sein des partis politiques, les hommes ne placent pas les femmes dans les premières positions. Nous trouvons moins de femmes indépendantes qui sont candidates. Oui, il existe des initiatives de bonne foi, de parité au niveau des élections sénatoriales. Quand on regarde les élections de 2005, 2010 et 2015, mais au niveau de 2020, il y a eu cette régression. Donc, il faudrait qu'il y ait toujours cette bonne foi, peut-être au niveau des élections suivantes. Nous trouvons aussi qu'il y a moins de femmes dans les organes de prise de décision au niveau des partis politiques. Pourtant, c'est là où se trouve la prise de décision. Quel est le rôle des femmes maintenant que nous pouvons observer? Un enjeu important, c'est qu'avant les élections, les femmes sont nombreuses au niveau des danses, au niveau des chansons, alors que pendant les élections, elles sont nombreuses aussi pour aller voter, mais malheureusement, après les élections, elles sont absentes dans les postes décisionnels. Donc, on ne récolte pas ce qu'on a semé. Mais aussi, le respect des quotas constitutionnels, c'est l'un des dispositifs institutionnels qui ont permis d'accélérer la progression de la représentativité des femmes dans les postes électifs, alors que la loi reste muette sur les places électives au niveau des élections collinaires. Nous observons aussi la faible représentativité des femmes dans les conseils collinaires, moins encore en tant que chef collinaire, même s'il y a une augmentation avec les élections de 2020 suite à notre plaidoyer. Autre obstacle, c'est qu'il y a la dépendance économique des femmes, parce que les élections sont très coûteuses. Il y a aussi les barrières socioculturelles qui ne donnent pas un rôle extrêmement important des femmes, la faible estime de soi, mais aussi le manque d'information, l'ignorance, l'analphabétisme, le faible niveau d'instruction chez les femmes, surtout en milieu rural, mais aussi difficulté des femmes d'adhérer à un agenda commun. Des communautés qui ne sont pas encore sensibilisées sur les principes et inclusion, leadership, le leadership féminin aussi, donc aussi sur la masculinité positive. Également, il n'y a aucune disposition légale qui impose la représentativité des femmes au sein des organes dirigeants des partis politiques et au niveau des conseils collinaires. Il y a beaucoup de facteurs qui limitent la participation politique des femmes. Nous pouvons noter la surcharge familiale, les hommes qui ne sont pas encore genrés, les femmes qui constituent un frein pour leurs consoeurs, la méconnaissance des stratégies mobilisatrices, la méconnaissance du terrain de travail, les préoccupations au niveau communautaire à servir les élus. Voilà, nous avons proposé quelques actions qu'on peut mener et que nous allons continuer à mener. C'est contribuer au développement du leadership transformatif chez les femmes et chez les hommes, continuer à sensibiliser les femmes pour adhérer au sein des partis politiques, continuer le coaching des femmes élues, partager les expériences entre les femmes leaders, surtout entre les jeunes, les échanges intergénérationnels, renforcer le réseautage et la collaboration entre les femmes leaders au haut niveau et au niveau communautaire. Certaines recommandations que nous pouvons proposer, nous avons commencé par la communauté internationale, c'est vraiment appuyer les initiatives locales des femmes, y compris les initiatives d'autonomisation des femmes, appuyer les programmes de relance socio-économique des femmes pour faire face aux effets
du Covid-19, mais aussi accroître le budget sur les questions de femmes et paix et sécurité. Au niveau du gouvernement du Burundi, c'est veiller à ce que la parité homme-femme soit partie intégrante des mécanismes électoraux et dans les dispositions légales. Enfin, aux participants dans cette conférence, c'est organiser les échanges d'expérience, élaborer des stratégies conjointes d'influence sur les enjeux des processus électoraux, la femme et les élections, les questions relatives à la participation politique des femmes en Afrique et dans le monde. Je vous remercie et rien sans les femmes. Merci beaucoup, Concessa, pour cette présentation très intéressante. I would like to apologize because we had some technical problems, and this is the reason why Concessa had to participate this way through the telephone of one of our colleagues. But I hope you were able to catch the essential of her intervention, and you will have the possibility to ask clarification questions if you want in the Q&A session. I would like to leave the floor now to Mrs. Rosalie Morobama, who represents the organization Cercle in Central African Republic. Thank you, Rosalie. The floor is yours. Merci beaucoup. Je suis Rosalie Morobama Kudungere, donc coordinatrice du Cercle des théologiens de Centrafrique. Mais je travaille avec le réseau pour le leadership des femmes centrafricaines Relevka et nous sommes membres de Aoulin, chapitre de Centrafrique. En ce qui concerne la participation politique de la femme en Centrafrique, ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que dans l'histoire politique de notre pays, il y a eu un engagement déjà très tôt à un niveau très élevé de la femme. Par exemple, dans les années 60, le premier parlement qui a été élu a eu une femme élue. Dans les années 70, nous avions eu notre première femme qui a été Premier ministre et c'était dans un temps très difficile alors que nous avions l'empereur qui était là et c'était le parti unique. Dans les années 92 à 93, la première femme africaine à se présenter pour la première fois aux élections présidentielle est une centrafricaine et nous venons aussi de faire cette expérience réussie avec la présidente de la transition en République centrafricaine et c'est pendant cette période que nous avons connu une participation très élevée de la femme tant au niveau du Conseil national de transition qu'au niveau du gouvernement. Et l'histoire a démontré que la contribution de toutes ces femmes en tout temps a été très appréciée et a beaucoup contribué au développement du pays. Mais malheureusement, ces acquis historiques n'ont pas été perpétués malgré la supériorité démographique des femmes, parce qu'en République centrafricaine, les femmes représentent plus de 50% de la population. Et aujourd'hui, les discriminations, la faible participation de la femme dans les instances de prise de décision continuent, malgré que notre pays a souscrit à presque tous les textes, tant au niveau international, régional, et dispose aussi des textes au niveau national de promotion de la femme, de sa participation dans les instances de prise de décision. Si nous prenons comme exemple aujourd'hui le niveau de représentation des femmes dans les instances reste toujours bas et ça n'a jamais atteint 30%, malgré que depuis 1995, il y avait eu ces recommandations de la Conférence mondiale des femmes de Beijing. Aujourd'hui, dans le Parlement en Centrafrique, les femmes représentent 7%. Dans le gouvernement, aujourd'hui, les femmes sont très nombreux, peu nombreux représentés. Et ça représente, leur représentation actuelle au gouvernement, c'est 18%. Et
malgré que la RCA a voté une loi de parité, et cette loi de parité demande une représentation de 35% jusqu'à ce que ça soit effective la parité dans les années 2026. Mais quand on voit dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. La participation même des femmes dans les instances de consolidation de la paix est très faible. Par exemple, on a noté que dans les négociations de l'accord de paix de Khartoum de février 2019, il y avait seulement une seule femme qui a participé à ces accords. Et quand on prend un exemple d'indice d'inégalité du genre de la République centrafricaine, par exemple, nous avons celui de 2015, la RCA est classée au 187e rang sur 188 avec l'indice d'inégalité du genre de 0,65. Donc, vous voyez que la participation de la femme dans les instances de prise de décision, la participation politique est restée très faible. Pourquoi cela? D'abord, on peut signaler les problèmes au niveau socio-culturel. Parce que dans la société centrafricaine, les statuts, les fonctions sociales sont inégalitaires. Il y a les disparités dans les conditions de vie, il y a des discriminations par rapport à la situation et les positions sociales, et les femmes et les hommes ne sont pas considérés au même niveau, ils ne sont pas les mêmes catégories, c'est deux catégories distinctes. Et vous voyez que ceci empêche les femmes d'avoir les mêmes conditions et les mêmes opportunités pour contribuer effectivement et efficacement et de manière consciente et responsable dans le développement, dans la dynamique sociale, politique, économique, culturelle. Au niveau des filles, ça se sent parce que nous avons un taux élevé de mariage précoce, de grossesse précoce et de mariage forcé. Et tout ça, ça limite le développement déjà intellectuel de la petite fille, de la jeune fille, et ça ne lui permet pas d'avancer. Et en RCA, il y a un taux très élevé d'analphabétisme qui atteint même 67%. Et tout cela concourt à ce que la femme, au niveau culturel, socio-culturel, n'a pas beaucoup d'opportunités pour participer. L'autre chose, c'est que pour l'histoire de la RCA, il y a eu beaucoup de coups d'État. Et vous savez que ces 2 décennies de crise militaro-politique et de conflits intercommunautaires ont occasionné beaucoup de violences intercommunautaires les plus meurtrières de l'histoire de notre pays. Et a pour conséquence, ceux qui ont payé les lourds tributs, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est les personnes âgées, c'est les personnes vivant avec handicap. Et tout cela a fait développer en la femme une mauvaise conception de la politique. Pour la femme, la politique, c'est la guerre, c'est les combats, c'est les tueries, c'est les déplacements. Donc ça, ce n'est pas, sa place n'est pas là. Elle préfère rester à la maison, s'occuper de sa famille. Et quand les hommes doivent courir, comme ça se dit habituellement, au moins, elle est là pour s'occuper des enfants. Donc, tout ce que nous avons vécu comme conséquence des conflits politiques a fait que pour la femme, la politique, c'est le mensonge, c'est le négatif et elle ne veut pas s'y impliquer. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les crises ont vraiment dégradé la situation tant sécuritaire, alimentaire, et la vie est devenue très précaire pour les familles, au point où la femme, dans sa lutte de survie, préfère s'engager pour s'occuper de sa famille, s'engager pour se prendre en charge que de s'engager dans un débat politique. Quand nous avons eu aussi des conclusions de certaines consultations ou bien les rapports NUDIL de la fragilité de la RCA, la paupérisation et la vulnérabilité des populations, en particulier des femmes, a été mise en exergue par rapport à l'insécurité, par rapport au déplacement. Et tout ceci a fait que la femme n'a pas le temps
de réfléchir aux problèmes de participation politique, ainsi de suite. Mais malgré cela, il y a certaines femmes qui essaient aussi de s'engager, mais au niveau de la participation des partis politiques, quand il s'agit de décider des représentants pour aller dans les instances de prise de décision, c'est surtout les hommes qui sont prioritaires. Et les femmes sont reléguées au rang d'animatrices, au rang de ceux qui travaillent pour les choses au niveau des partis, mais pour la représentativité au niveau des partis, c'est souvent les femmes qui sont les avec la crise sanitaire de COVID-19, il y a un impact très élevé sur la femme et cela va encore aggraver sa situation parce que beaucoup de nos femmes sont actives dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de l'agroalimentaire, de la coiffure et tous ces secteurs qui ont été gravement endommagés par cette maladie. S'il n'y a rien qui se fait, la participation politique de la femme risque d'être encore un grand problème pour qu'elle participe effectivement dans la gestion de son pays. Et vous savez que quand la femme ne participe pas, elle n'a pas la possibilité de faire entendre sa voix, elle n'a pas la possibilité de contribuer dans la consolidation de la paix, dans la réconciliation, elle n'a pas aussi la possibilité de contribuer dans des efforts de promotion de l'égalité et de l'équité du genre. Donc, vous voyez que sa participation est très importante. Nous avons une expérience, une bonne pratique. Quand il n'y a eu qu'une seule femme à la négociation de Khartoum, ce qui a été fait, c'est que Aouline, avec l'appui de MINUSCA, a déployé 2 femmes par préfecture, donc nous en avons 16, donc ça faisait 32, qui sont allées maintenant vulgariser le contenu de l'accord de paix de Khartoum. Et moi-même, j'étais dans une des délégations et on s'est rendu compte que le fait que cette vulgarisation soit faite par les femmes, ça a beaucoup permis de faire baisser la tension au niveau des hommes et ça a facilité beaucoup de compréhension. Donc, vous voyez qu'une faible participation de la femme dans les instances de prise de décision est un frein aussi pour le développement durable du pays. Et ça, les systèmes monétaires, Banque mondiale, FMI, ils les ont confirmés. Donc, devant cette situation, devant les nombreux défis d'une participation équitable, effective et efficace de la femme au niveau de la vie politique et surtout dans ce processus électoral en cours, nous avons identifié quelques recommandations. D'abord, c'est qu'il faut sensibiliser les femmes pour une prise de conscience de leurs responsabilités politiques. Il faut que les femmes sachent que c'est pour elles un droit de participer et un devoir aussi de participer. Et avec ça, le RELAFCA a une bonne pratique avec l'appui de ONU Femmes. Nous avons formé des volontaires qui sont allés dans tous les quartiers sensibiliser les femmes pour une bonne participation au processus électoral. Il y a des coachs qui ont été formés pour encadrer les femmes potentielles qui vont être des candidates. Et aussi, Rosalie, on les sensibilise parce qu'aujourd'hui, le code électoral a imposé 35%. Oui, a imposé 35% aux partis politiques et il faut que les femmes se sentent disponibles. Nous avons aussi de vulgariser les lois et de les appliquer parce que si la loi de la parité est appliquée, ça va résoudre beaucoup de problèmes de la participation politique de la femme. Il faut aussi renforcer la capacité des femmes potentielles, renforcement technique, financier et autres, mais aussi surtout garantir la sécurité des femmes parce qu'il y a beaucoup de violences au moment des processus électoraux, il y a beaucoup de violences électorales et les femmes, surtout dans leur fragilité, ne veulent pas se laisser toujours victimes dans cette situation. Donc voilà un peu ces quelques recommandations où chaque entité, que ce soit le gouvernement, les partenaires et la société civile peuvent apporter leur contribution pour qu'on puisse arriver à renforcer, à augmenter la participation politique de la femme et sa présence dans les instances de prise de décision. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous partager sur la participation de la femme au processus électoral dans la politique en République centrafricaine. Je vous remercie. Un énorme merci, Rosalie, et un énorme merci à toutes les 3 intervenantes aujourd'hui et merci pour ces
propos passionnants, intéressants et qui évidemment nous interpellent beaucoup. I would like now to leave the floor for a quick reaction and reflection on what we have been listening up until now to two experts who are present in the conference today. Mr. Ulrich Sandi, who is a representative of UN Women, of the UN Women's Office in CAR, in CAR, and then Mrs. Gwyneth Tawo, who is the representative of the West African Network for Peacebuilding. You have the floor, Mr. Ulrich and Mrs. Gwyneth, for 10 minutes. Thank you. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Ulrich Martial Sandi, comme vous avez dit, je suis chargé de programme au bureau ONU Femmes en République centrafricaine. Je salue tous les panélistes, plus particulièrement Madame Rosalie Kudungere, qui est une des partenaires de ONU Femmes en République centrafricaine. Je pense que j'ai suivi comme tout le monde et j'ai pris bonne note des défis et des défis et perspectives qui sont presque similaires au niveau des trois États qui ont partagé des expériences. Je pense que je vais beaucoup plus m'appesantir sur la République centrafricaine, étant donné qu'il y a des aspects similaires. Madame Rosalie Kudungere a fait vraiment une très bonne genèse de la situation d'intégration de la dimension genre en République centrafricaine, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas trop connue comme un pays modèle pour l'intégration de la dimension genre. Parce qu'en plus des éléments qu'elle a mentionnés ici, il faudrait noter que la République centrafricaine est l'un ou bien fait partie des 2 ou 3 premiers pays à avoir une femme vice-présidente et en même temps qui est en même temps Premier ministre. Et ça, c'était depuis les années 60-70. Aujourd'hui, c'est vrai que nous déplorons la faible participation des femmes au niveau du gouvernement, mais on voit qu'il y a une participation en termes de qualité qui témoigne en quelque sorte une volonté politique autour de laquelle il faudrait vraiment travailler pour impulser et avoir les changements. Je peux citer entre autres le ministère de la Défense nationale qui est dirigé par une femme. Le ministère des Affaires étrangères, c'est dirigé par une femme. La RCA vient de sortir d'une crise, ou du moins par endroit, on est en train de vivre encore des crises, mais nous avons donc un grand chantier en termes de la réconciliation nationale. Et ce ministère en charge de la réconciliation nationale et d'action humanitaire est aussi dirigé par une femme. Donc là, ce sont des preuves qui témoignent quand même qu'il y a une volonté politique, mais qu'il y a vraiment des défis pour lesquels il faudrait travailler pour apporter des solutions. Madame Rosalie Kudungere a mentionné quelques actions entreprises par ONU Femmes en République centrafricaine pour impulser la participation des femmes au niveau de la vie politique. Si je peux revenir rapidement là-dessus, c'est peut-être donner un exemple concret. Par exemple, qu'ONU Femmes en est présente en Centrafrique depuis 2015-2016 avec des activités sur le terrain. L'une des premières activités qu'on avait réalisées, c'était de conduire 2 études. Il y avait une première étude qui avait été élaborée par le bureau ONU Femmes en Centrafrique, c'était de faire un diagnostic sur les lois discriminatoires à l'égard des femmes en République centrafricaine. Et l'autre étude très importante qu'on avait aussi faite en 2017, c'était le mapping des partis politiques en République centrafricaine. Donc, ces 2 études nous ont permis effectivement de comprendre les problèmes réels et les enjeux tels que énumérés par Madame Kudungere, mais je vais donner encore quelques exemples pour dire que malgré l'existence d'un cadre normatif et juridique favorable aujourd'hui, grâce vraiment à la contribution de beaucoup d'acteurs, plus particulièrement des femmes de la société civile et les partenaires au développement, on constate une insuffisance de la participation des femmes qui est liée au manque de préparation, surtout autour des scrutins et au mode de scrutin majoritaire et aux conditions restrictives qui est introduite dans le code électoral. Et cela a nécessité vraiment de procéder à
une révision. Ce que ONU Femmes avait fait, on avait appuyé le gouvernement à réviser le code électoral pour qu'il soit sensible au genre. Madame Koudoungé a mentionné cela. Si nous prenons l'exemple concret en termes de participation des femmes, pour revenir un tout petit peu sur ces points énumérés, comme quoi on ne sent pas trop un engouement du côté des femmes leaders pour soutenir ou bien encourager les autres femmes candidates. Aux élections de 2016 en Centrafrique, il n'y avait qu'une seule femme candidate aux élections présidentielles. Et en 2016, je crois, le taux d'enrôlement des femmes sur la liste électorale tournait autour de 20%. Donc, ce sont ces défis qui étaient énumérés. Et on avait aussi compris, par exemple, qu'il y avait une faible participation des femmes dans le processus électoral et dans beaucoup d'initiatives également. On a remarqué dans ces deux études-là qu'il y a un faible niveau de l'indicateur de participation des femmes. Je parle de l'indicateur de participation des femmes parce que si vous prenez les programmes, le plan national de relèvement et de consolidation de la paix, par la sensibilité genre de la programmation. Et si vous prenez même le budget de l'État, par exemple en République centrafricaine, vous allez vous rendre compte que la part réservée à la question de promotion du genre ou bien de la participation des femmes à tous les niveaux n'est pas bien inclus. L'unique département même en charge de la promotion des questions de femmes se voit très souvent son budget coupé à 60-80% pour ne se retrouver qu'à 20 et 40%. Vous avez énuméré effectivement les pesanteurs sociaux, culturels et manque d'engagement volontaire du côté des femmes. Et c'est ce qui a conduit ONU Femmes. Ça, c'était le constat qui avait été fait et a conduit ONU Femmes à développer un programme d'appui à la participation, bien à la promotion du leadership féminin en République centrafricaine, dont l'une des activités était justement de former des coachs féminins. Madame Rosalie Koudoungé a fait mention ici. Les coachs féminins, donc, ce sont des membres des communautés qui ont un certain nombre de capacités nécessaires à impulser les femmes vraiment à aller un peu de l'avant, à les accompagner, à faire une bonne profession de foi, un bon projet de société, à faire vraiment du marketing personnel pour répondre un tout petit peu à ce déficit-là d'engagement volontaire ou bien de tout ce qui est pesanteurs socioculturels qui font en sorte que les femmes ne s'engagent vraiment pas trop dans la vie politique. Il y a aussi, il faudrait le dire, une non-application des textes juridiques qui est due à un manque de vulgarisation. Et là, ici, nous avons Monsieur Sandy. Monsieur Sandy, vous avez une minute, monsieur. Dans les 16 préfectures du pays pour conciliation. Et aujourd'hui, ma foi, c'est l'unique accord en République centrafricaine qu'on trouve que c'est un peu sensible au genre, parce qu'il y a une des femmes qui est signataire. Dans la délégation à Khartoum, il y avait au moins 3 à 4 femmes membres du gouvernement et toutes ces recommandations faites par les femmes au niveau terrain, grâce aux efforts des femmes leaders dont Mme Rosalie Koudoungé fait partie, ont été transmises au comité. Et aujourd'hui, si on lit l'accord politique pour la paix et la réconciliation, ces recommandations des femmes-là vraiment ont une très, très bonne position et une visibilité autour. Donc, c'est justement pour dire que si on vulgarise les textes juridiques, en Centrafrique, il y a tout un panoplie aujourd'hui, mais qui sont presque méconnus, on pourrait en tout cas arriver à déclencher, à susciter l'intérêt et à avoir aussi un engagement fort, aussi bien au niveau stratégique que communautaire. Il y a aussi, il faudrait aussi le souligner, une faible stratégie d'action. Une faible stratégie d'action qui est le plus souvent retardée, qu'on a constaté. Et en termes, par exemple, de plaidoyer, je peux donner le cas concret. Vous avez une minute, monsieur Sandy. En cours en République centrafricaine. Quand on prend le décret portant création et organisation de la Commission nationale DDRR
vous allez voir que la partie portant sur la composition des membres de la commission était laissée comme ça vide. Bien que nous avons des textes qui prévoient des dispositions en termes de principes de quotas. Et il y a la Constitution de la République centrafricaine qui avait déjà fait mention de principe de quotas de 35% de représentativité des femmes à tous les niveaux, surtout dans les postes électifs et de nomination. Il y a ensuite la loi sur la parité qui vient renforcer cela encore. Mais on a une loi portant création de la Commission nationale de DDRR qui n'a pas prévu des dispositions pour cela. Et du coup, résultat actuel, au sein de cette commission-là, on peut vraiment dire qu'il y a 5, presque à 6% des femmes qui sont membres de cette commission. Donc, ça traduit un tout petit peu une insuffisance en termes de plaidoyer. On a les textes juridiques qui existent, mais on n'arrive pas vraiment à avoir des résultats tangibles sur le terrain. Ce que nous, on a fait avec quelques organisations de la société civile, dont notamment il y a Aoline, il y a Relève-K, il y a le Cercle, il y a bien d'autres organisations aussi, c'est de travailler autour du processus de la mise en place de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Et quand vous prenez aujourd'hui la loi portant création de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation, il est mentionné noir sur blanc que au niveau national, la composition devrait avoir un minimum de 35% des femmes comme commissaires au niveau national et au niveau des démembrements aussi, au niveau préfectoral, au niveau sous-préfectoral, au niveau communal, toutes les antennes devraient avoir au moins 35% des femmes. Donc là, ça permet vraiment de faire un bon suivi parce que j'ai mentionné le faible niveau d'indicateur de participation des femmes ici. Le quota de 35% au sein de cette commission-là, Monsieur Sandy, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Sandy? De faire le suivi. Monsieur Sandy, vous m'entendez? Ce sont là quelques difficultés constatées sur le terrain et quelques actions qu'on a entreprises au niveau de ONUCAP Femmes et que nous pensons qu'on peut partager aussi cela. En termes d'actions concrètes pour les organisations féminines, Monsieur Sandy, nous sommes obligés à continuer. Et ça, c'est ce qu'on a impulsé au niveau de quelques structures qu'on a pu mettre en place avec la contribution nationale. Aujourd'hui, on a Aoline, African Women Leadership Network, on a un chapitre national pour lequel ONU Femmes est en train vraiment d'impulser pour jouer son rôle de leader dans la mobilisation au niveau national. On a aussi compris. Merci à Monsieur Sandy. On s'excuse, mais le temps est un peu court maintenant. And I would like to leave the floor also to Madame Queeneth to give her reaction. Please, Madame Queeneth, be short. Thank you very much. Thank you very much. Please, are you hearing me? Yes, if you can speak a little bit closer to the microphone, it would be better. Okay, I'm quite close to the mic. Let me put on the earphone. Thank you. If it is better that way. Thank you. Hello? Hello? Can you try and speak, please? Hello? I think it was better before. It was better before? Yes. Okay. Hello? Yes, it's much better. Please go ahead. Okay, thank you very much. My internet too has been going on and off. I was off for quite some time trying to log back on. But from what I gathered and what I have listened to is the fact that the three presenters have reiterated the fact that according to research and history, women have been playing critical roles in all sectors of society. They have made significant contributions in politics and economics to the extent that there was a time in history we even had the first prime minister who was a woman. And we've had women that have taken a lot of decision-making roles in politics, but that is according to statistics. So statistically, the presenters have shown that there have been notable increment in women's political participation in electoral processes in their particular context.
And in fact, even globally, it has been noticed that between 1998 and 2018, there's been an incremental rise in women participation in politics from 11.8% to 23.5%. This statistically is very, very welcoming. But the downside of it is the fact that although women have been taking this playing this representation, their representation is more in numbers and not in decision-making roles. So we have women voters, we have women as clappers, we have women as chair, support group members, we have women as chair group. We have not been able, from their presentation and even from what we are seeing on ground, we have not been able to increase the number of women prime ministers. For instance, we have not been able to increase the women of governors in countries that have the governor system. We have not been able to increase the number of women in actual decision-making positions in politics. And although we have all these legislations, we have affirmative action, we have the CEDAW, we have the UN Declaration of Human Rights, we have international conventions on civil and political rights, the situation of women in politics still remains abysmal. Women, with all these things in place, it has not translated to women having meaningful role or meaningful positions. We have political parties. They have shared that political parties, which is what is obtainable everywhere, even in West Africa and all that, in other countries, political parties, they come up with verbose manifestations. You know, they want to show to be politically correct by having women's wing, by having manifestos, by promising that they will give women more representative positions, but all that is in paper. And that is exactly what the presentations today have brought out, that all this talk of meaningful involvement of women is more in paper than in actual action. And so women continue to lag behind in terms of political representation, even though it is a fundamental human right, as recognized even by our country constitution, that everyone has the right to aspire to any position. We have also seen that women have untapped capacity and talents that they can easily, translate into leadership positions. But denying that space has meant that we are denying almost half the population the space for them to be part and parcel of decision-making in their countries. And this is not right. When women become policymakers, they have a distinct impact on policy priority. It's only women that can talk about legislating on maternity leave, on issues of children. It is only women that can talk about gender-responsive policies because they live it every day. They have shared some of the barriers that women have. Unfortunately, these barriers are what has always been. Every time we have fora like this, we continue to talk about these barriers, the things that have been keeping women, hindering them from effective participation. Is as if women's role are often seen just as marriage, procreation, family, as if that is all that they are good for. Whereas research has shown, and history has also shown, that women can play very key roles because they have the talent and they have the capacity to do that. It is unfortunate that one of the hindrances that they have talked about is women not helping their fellow women. This has always been echoing anytime we talk about women and political participation. Even in my country, Nigeria, in Ghana, where I reside, in so many, it has always been recurring. Now, why don't women help their fellow women? It is because women don't even understand what the rule of the game in politics. They don't understand like the men. The men have been playing politics for quite a long time. And so the men understand the rule of the game. The men understand that politics is not just a game of numbers, but it's also a game of influence. Women have numbers, but they don't have influence. So because of that, when a woman also come out, to vie for political office, it is women also that oftentimes bring them down because they do not understand what is happening. So I think for me, we have talked the talk a lot. We need to do concrete actions. We have a lot of policies. We have a lot of normative frameworks. But at some point, it looks as if those normative frameworks are just too many. It needs to be harmonized. As civil society, what we do is to use these normative frameworks as a tool in working with women
parliamentarians, women in political circles. We use this as a tool to advocate for them to understand the fact that they need to have more women in political, they need to leverage their position as parliamentarians. We have women in parliament. What are they doing to bring up other women? The presenters have shown that we have women in positions, but they have not really used that position, utilized that position to increase the participation of women in political circles, in electoral circles. Women Queenette, please, you have 1 minute to finish. Thank you. Okay, so I think that what is there for us to do is to continue advocacy and sensitization for women to understand the key role they need to play in politics. We need to advocate. When we work with women parliamentarians, we make them understand that it is lonely at the top if they don't bring in other women. So the more we empower women groups to advance women's rights, because women groups are closer to the grassroots, and women need to start even their political participation from the grassroots. They don't just have to go to the urban areas. We have local councils where women can start their leadership positions there, and they can make impact from that level. Then they can translate it to the urban level. I think I can stop here right now. If there are questions or if they need further clarification from me, I can always come in. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Queenette. Thank you also, Ulrich. I would like to still have a little bit of time for the questions and answer session because they are important, and we're here also to allow the participants to express themselves. And I would like to address the first question, which, or at least a couple of questions that were asked by Jolie Kamuntu de la RDC. Je vais le faire en français parce que c'est plus facile. Donc, Monsieur Joly ou Madame, pardon, Kamuntu de la RDC demande comment nos deux intervenantes utilisent le concept de la masculinité positive dans leur travail et de savoir aussi quel poste occupent les femmes dans les partis politiques. Donc, est-ce que peut-être je demanderai à Oudé et à Rosalie de répondre, et je vais brièvement, si possible, et je vais voir aussi si Concessa a quelque chose ou peut intervenir. Merci. Oudé? Oudé, je ne sais pas si... Oui, alors je n'ai pas bien saisi la question. Hein? La question, une question, c'est sur le concept de la masculinité positive dans le travail que vous faites, si vous utilisez ce concept et comment, et quel poste occupent les femmes dans les partis politiques. Oui, c'est bon, merci. Bon, dans les partis politiques, ici, par exemple, les partis qui ont beaucoup plus de représentativité, les femmes, il y a des femmes qui occupent des postes dans les bureaux politiques, parce que dans les organisations politiques, ici, ou les partis politiques, il y a des sessions de femmes qu'on appelle, ça dépend de chaque parti, il y a une sorte de commission de femmes dans chaque parti. Mais ces commissions de femmes, souvent on travaille avec eux, mais on rend compte qu'elles travaillent beaucoup plus pour que les partis aient le vote, pour que les partis puissent gagner les élections, mais elles ne travaillent pas pour les intérêts spécifiques des femmes. Ça, c'est un travail aussi qu'on est en train de faire. Et dernièrement, il y a 3 début 2017, on a commencé à travailler avec eux. Comment est-ce que ces structures féminines des partis politiques peuvent appuyer les femmes dans leur quête au pouvoir. En ce qui concerne, par exemple, le concept de masculinité positive, nous, ce qu'on fait, c'est maintenant de travailler dans les abordages d'inclusion et de participation. Même dans les projets qui travaillent sur les genres, malgré qu'on a cette besoin d'avoir beaucoup plus d'implication des femmes, mais on essaie d'avoir un équilibre, que les hommes soient aussi bien représentés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a accueilli des bonnes pratiques des hommes qui travaillent, par exemple, pour appuyer l'émancipation des femmes.
Mais en même temps, parce que comme on travaille aussi dans la consultation de la paix, on travaille sans créer de conflits en communauté. Les hommes qui portent des projets qui ont des intérêts pour les femmes, qui visent à appuyer les femmes, pas seulement au niveau politique, mais au niveau économique, au niveau de la société. On a rassemblé ces expériences. On est en train d'élaborer une sorte de guide pour des bonnes pratiques de promotion des femmes et on compte distribuer ça dans les organisations des partis politiques, mais aussi on demande des rencontres bilatéraux avec des partis politiques pour parler des bonnes pratiques des gens qui sont en train de travailler déjà dans la promotion des femmes, mais surtout encourager les femmes, des structures féminines des partis politiques, de parler de la promotion des femmes, que ça soit aussi dans leur agenda, pas seulement que ce soit dans leur agenda l'élection de leur parti, pour que les partis puissent gagner les élections, mais qu'ils ont un agenda que d'améliorer la condition des femmes dans leur structure. On travaille dans le conseil de masculinité politique, c'est plutôt comment les hommes peuvent adopter, puissent appuyer les femmes dans leur quête de pouvoir et comment partager l'expérience des autres hommes. Ouais. Et surtout les jeunes aussi, on est en train de les impliquer beaucoup dans les organisations, dans les palestres. C'est ça qu'on appelle les petites conférences. Merci beaucoup. Rosalie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je veux ajouter, c'est par rapport à la participation des femmes au niveau des partis politiques. Il y a le 10 octobre dernier, on a fait une sensibilisation dans une localité à Maïki sur ce problème avec l'appui du Fonds mondial pour les femmes et du MINUSCA. Et ça a été un grand débat. Parce que comme vous voyez, dans les partis politiques, les femmes sont nombreuses. Mais qu'est-ce qu'elles y font? C'est d'abord les danses, c'est les animations, c'est s'occuper de la nourriture, être les filles de compagnie des responsables, mais pas être dans des postes de responsabilité ni dans le bureau politique. Et chez nous, il y a un parti qui est dirigé par une femme, parce que le principal était décédé et la femme a pris le relais. Aujourd'hui, nous avons ce parti. Et on a dit aux femmes de revoir leur participation dans les partis politiques, qu'elles ne restent pas à ce niveau. Par exemple, pour les élections législatives, souvent, elles sont des suppléantes des hommes. Alors, on leur a dit non, il faut être là. Quand vous êtes député, vous êtes le premier. Ce n'est pas seulement le suppléant. Quand vous êtes dans les partis, ce n'est pas pour aller danser. Et c'est même pour ça que parfois, au niveau du foyer, ça pose des problèmes parce que les hommes ne veulent pas voir leurs femmes aller seulement danser pour les autres hommes. Donc, on a sensibilisé les femmes pour dire, s'ils sont dans les partis, c'est pour être les membres du parti. Et nous demandons aussi que les partis fassent l'école des partis pour informer leurs adhérents de leur vision politique et de leur donner la place qu'il faut. Donc, voilà un peu ce pour lesquels on est en train de sensibiliser les femmes, de leur donner les informations pour qu'elles voient aussi leur participation dans les partis politiques, qu'elles ne soient pas seulement utilisées en faveur des hommes, mais qu'elles soient vraiment les membres des partis dignes. Et parce que quand c'est comme ça, quand on lui donne beaucoup de poissons, elle fait des animations, elle qui va envoyer, parce qu'on la voit maintenant que des danseurs, on danse, ainsi de suite. Donc, on est en train de sensibiliser aussi les femmes dans ce sens pour qu'elles puissent prendre en hauteur leur participation et qu'elles refusent certaines tâches qu'on leur donne dans ces partis politiques. Parfait. Merci beaucoup. Et je pense que ça reprend aussi un commentaire aussi de Jolly Kamuntu qui dit en RDC, par exemple, la Constitution parle de 30% de femmes dans les institutions, mais on est à 17%. Il y a un manque de volonté politique pour la mise en œuvre des textes juridiques protégeant les femmes. Donc voilà, je pense que, en tout cas, la question de la volonté politique est revenue aussi dans vos réponses. Il y a un commentaire de Lottie.
Ben Maoui Lofti, président du Centre stratégique pour la promotion du développement durable en Tunisie, qui dit que l'expérience de la Tunisie est très pertinente au niveau de la participation de la femme dans le processus démocratique depuis 2011. Et la femme a joué un rôle très important tout au long de la transition démocratique. Donc, ça, c'est intéressant et peut-être à approfondir dans le futur sur la situation en Tunisie. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé à aller regarder ces projets en Tunisie. Et puis, attendez, je suis en train de voir, il y a un commentaire et question de Vincent Cameniero qui dit je suis Vincent, je travaille à Corday de Burundi. Je pense que la participation effective sur tous les points de vue sera atteinte quand on saura convaincre les acteurs de développement, publics et privés, à faire une planification basée sur le genre. Il faut non seulement faire l'analyse de la cohérence entre les différents ODD et l'ODD 5. Quel est votre point de vue en tant qu'expert sur donc la planification basée sur le genre? Peut-être de façon un peu vite, Fatih et Rosalie, si vous voulez dire quelque chose par rapport à cette question et à ce commentaire, après clôturer, et je vais regarder s'il y a d'autres questions. Merci. Rosalie, peut-être? Merci. Je pense que pour la plupart, avec les données que nous avons, c'est les résultats des analyses par rapport à la situation du genre. Maintenant, comme vient de dire notre intervenant, il faut maintenant il faut que le genre soit pris en compte dans tout le processus au niveau de la planification. Mais après la planification, il faut qu'il y ait la budgétisation sensible au genre pour faire la mise en œuvre de ce qu'on a planifié. Et il faut qu'on détermine des indicateurs de suivi et évaluation selon les axes du genre pour qu'on puisse identifier et suivre et avoir les résultats qu'il faut. Donc, je pense que la prise en compte du genre dans tout le processus de développement, dès la conception jusqu'à la planification, la budgétisation, la mise en œuvre, c'est très important parce que parfois les gens, dans la mise en place des projets ou dans la mise en œuvre des projets, en compte le nombre de femmes. On dit oui, il y a tel nombre, c'est pas seulement l'aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect qualitatif, il y a aussi le fait qu'on doit prendre en compte les besoins pratiques, les besoins stratégiques des deux entités dans tout le processus des projets afin d'avoir vraiment un résultat escompté. Voilà ce que je peux ajouter pour soutenir ce qu'il a dit. Juste aussi pour ajouter un peu ma voix, oui. Récemment, par exemple, ici à Bissau, on est en train de faire des processus de révision constitutionnelle. Et les femmes sont assises pour voir comment est-ce que la constitution peut être un peu sensible au genre. Mais une constitution qui est un peu choquante, dans un univers de 15 personnes clés dans ce processus de révision constitutionnelle, il n'y avait seulement que 4 femmes. Alors qu'on disait, comment est-ce que ces 4 femmes, on sait que normalement on dit on va voter et la majorité va gagner quand on est en train de faire des discussions très serrées. Comment est-ce que ces 4 femmes peuvent avoir le poids dans des situations comme ça si elles sont seulement 4 sur 14? Dans chaque votation, c'est comme on va donner aux femmes ce qu'on veut. Bon, on ne veut pas, on vous donne ça. Mais si c'est dans le processus de vote, elles ne peuvent pas gagner. Alors, c'est très important de penser dans l'équilibre des panels de discussion, dans l'équilibre de représentativité des femmes dans tous les processus, dès le début jusqu'au fin. Parce qu'on ne peut pas arriver au fin, avoir des objectifs qu'on veut si au début, on avait ignoré cet objectif. Si les femmes ne sont pas là-bas, elles ne peuvent pas influencer les choses. Alors, je pense que c'est très important de les engager dès le début du processus. Un grand merci. Et j'ai vu que j'ai encore raté une question que je voudrais poser ici, encore prenons juste 2 minutes, de Ali Ouattara qui dit nos cultures traditionnelles ne seraient-elles pas à la base du non-engagement des femmes dans les instances de prise de décision? Donc, disons, la responsabilité des cultures traditionnelles dans le non-engagement des femmes dans les instances de prise de décision. C'est une question, évidemment, je ne sais pas si très brièvement, Rosalie et Oudé, vous voulez
réagir à ça brièvement? Merci. Rosalie. Oui, c'est vrai que quand on entre dans ces analyses, il y a le contexte culturel, comme on a dit, qui compte beaucoup. Et ce que nous faisons, c'est quoi? Tout ce qui est dans la culture n'est pas mauvais. Mais il faut analyser et voir ce qui se faisait, c'est pourquoi. Mais pourquoi on doit changer aujourd'hui? Et quand on fait cette analyse, on essaie de faire comprendre, non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, à la famille, à la communauté, les biens fondés de ce changement, parce que tout ce qui est genre est construit par la société et ça peut changer en fonction des besoins. Et avec cette analyse, avec la contribution des uns des autres, on peut faire comprendre aux gens que hier, on faisait ceci parce que c'était bien à ce moment-là, mais aujourd'hui, il faut changer parce que ça change. Nous, un exemple simple, on dit, avant, les femmes ne travaillaient pas parce qu'il y avait le champ, tout était moins cher, c'était facile. Mais aujourd'hui, si tu dois envoyer l'enfant à l'école, tu dois payer l'eau, tu dois payer l'électricité, tu dois payer les soins, on a besoin de beaucoup d'argent et l'homme seul, il ne peut pas. Et que les hommes encouragent les femmes aussi à travailler, ça va les soutenir dans les charges de la famille. Donc, faire travailler sa femme, ce n'est pas pour être au-dessus de soi, mais c'est pour apporter la contribution dans la famille par rapport aux besoins de la famille. Oui, c'est un peu des démarches que nous apportons pour que les gens adhèrent à ces changements et que ces changements ne soient pas aussi des objets pour déstabiliser la famille et la culture. Merci. Oudé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je souligne ce que Madame vient de dire, mais aussi je veux ajouter aussi, des fois, qu'est-ce que difficulte les organisations qui travaillent, c'est que nous, on ne connaît pas profondément notre culture aussi. On ne connaît pas notre culture parce que c'est en connaissant vraiment ton culture que tu dois avoir des arguments pour contredire quelque chose. Donc, quand on est en discussion, il faut qu'on brise tous les tabous qui est autour de cette question des femmes. Parce qu'il y a des aspects de notre culture, il y a dans les moments de notre culture où les femmes jouent un rôle très, très important, mais on ne connaît pas beaucoup ces moments. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces moments pour avoir des arguments forts, pour pouvoir briser les tabous? Les femmes, on dit, mais la place de la femme, c'est à la maison. Mais dans nos cultures, on sait que ce n'est pas vrai. Les femmes n'ont jamais resté à la maison. Les femmes travaillent toujours dehors, elles travaillent dans les champs, ils travaillent. Alors, il n'y a pas cette valorisation suffisante de ce que les femmes font, et aussi cette transition du travail rudimentaire des femmes vers la vie politique. Ça fait pour les hommes. Mais pour les femmes, on essaye de trouver des excuses, de trouver des choses que, des fois, ça ne reflète pas profondément notre culture. Mais je pense que c'est ce manque de connaissances. C'est pour cela que c'est très important que se fassent des études, mais aussi qu'il y a des espaces. On débat profondément ces questions de femmes, des valeurs de femmes dans la tradition, comment est-ce qu'on peut faire la transition de cette valeur traditionnelle par rapport à la vie publique dans l'État moderne. Perfect. Thank you very, very much. I think we don't have any more questions, and in any case, unfortunately, we don't have any more time. What I gather and what I keep from the excellent exchange and discussion today is that although these countries have gone through a process of democratization and transition from conflict to more stability and more peace, this has not meant an increase in women's participation in political life in most and basically in all the 3 countries. And still today, through electoral processes, we see that women are still very much active in mobilizing the vote, but not so much in being elected and in taking positions for many reasons, but in taking positions in decision making. Also, one of the other common points is that although the legal framework is providing for women to participate in political life, the reality is that still today this legal framework is not implemented and in most of the cases, and is not implemented properly. So working with both women and men is really important, because we have seen it's not only a question of
sensitizing the communities is not only a question of training women. Of course, this is very important, and to give them the possibility to participate in political life, but it's also a question of working with communities to make the communities accept the role of a woman in public life, in political life, and in decision making. So of course, this is one of the other important issues. And I think, and the organizers as well, is that it was really interesting today to see how even in different countries, in different contexts, with different histories, there are a lot of similarities, and the similarities which we have heard, of course, today, and some of them I have already highlighted. So I would like to really thank all the speakers. And I'm really sorry for cutting you in between your speech, which was really great and interesting. But unfortunately, that's the time we had. So thank you very much, Rosalie, Oudé, and Concessa. Concessa, je m'excuse parce que vous n'avez pas trop participé à cette dernière partie des questions, mais la technologie et les problèmes techniques ne nous ont pas permis de faire ça. So thank you, everyone. I would like to thank also the participants and all of you who asked questions and who helped us to go more in depth in the analysis and the understanding of the situation. I would like to thank the interpreters, the technicians, and all the people at Cordaid and all the organizers to support me, and CSPPS, sorry, as well, of course, for supporting also me in this moderating this conference today. I guess if you have other questions, you can get in touch with us, with the organizers, and I'm sure we will have. We understand today that we still have a lot to do in the next 10 years for the increasing and enhancing the participation of women in political life. So I thank all of you, and I wish you a great evening, end of the day, or a great day if it's morning for you, or a great night if it's already evening for you. And I hope to meet you again in some other context and conferences. Thank you and bye. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Bye, everyone. Bye. Merci beaucoup. Thank you.